Sur un standard monétaire dur, une grande partie du patrimoine de l'État existant peut payer pour le fonctionnement de ces services-là pendant des années parce que l'épargne étatique elle-même gagne en valeur au cours du temps. Et donc, s'il y a une rationalisation et une limitation des dépenses publiques, on peut, sans même recourir à la taxation pendant des générations, arriver à garantir le fonctionnement d'un minimum de services publics, encore une fois ces services régaliens, sans avoir à recourir à la taxation. Théo, je te propose de partir sur la dernière section de cette grande interview où on pense à la fin du monde. J'aimerais qu'on continue sur cet aspect du coup, ok, maintenant qu'on a compris que ça peut potentiellement mal tourner à cause de 40 ans de manipulation, j'aurais deux questions pour toi. Une première question que beaucoup de gens, à mes yeux, ne comprennent pas, c'est sommes-nous dans un système capitaliste? Et est-ce que finalement cet effondrement qu'on a décrit n'est pas justement le fait que le marché libre est raté, le fait que le capitalisme soit prône à la surexploitation des ressources et finalement au greed humain et au fait qu'on a nous-mêmes finalement mis la destruction même de notre système, et si ce qu'on a décrit arrive, ça montrerait clairement que le capitalisme ne marche pas et donc qu'il faut recréer des nouvelles bases sur un système bien plus peut-être sain. On va peut-être commencer par ça. Hein. Je sais pas, quel est ton point de vue? Je citerai Kaiser Soze dans Usual Suspect, le meilleur tour que le diable n'ait jamais fait, je crois. C'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Et effectivement, donc on vous apprend à l'école, dans la presse, machin, etc., que l'on vit dans un monde capitaliste. Et en fait, si on revient un peu fondamentalement à qu'est-ce que c'est le capitalisme, c'est les droits de propriété, même la sacralité du droit de propriété, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que votre personne physique et tout ce qu'elle produit et tout ce qu'elle a généré dans son travail et par échange libre vous appartient de plein droit. Et donc vous en avez la jouissance exclusive et la possibilité d'exclure les autres de cette jouissance. Et une liberté des prix dans les relations de marché. Et donc ça implique que l'État ne peut pas vous forcer ce que vous devez accepter comme monnaie, comme contrepartie de l'échange. L'État ne peut pas modifier les prix, parce qu'à chaque fois que vous modifiez un prix, vous altérez la propriété de quelqu'un. Si par exemple je dis le producteur d'essence est obligé d'accepter de vendre à tel prix, quelque part je le force à renoncer à une partie de sa propriété. C'est la liberté des contrats. Donc, lorsque vous pouvez socialiser les pertes durant une crise financière, lorsque vous pouvez obliger les gens à contractualiser des relations économiques, que ce soit de l'emploi, que ce soit de l'échange, que ce soit de la transmission d'épargne par des produits d'investissement, etc., selon des termes qui ne sont pas libres de fixer entre eux, vous n'êtes pas dans la liberté des contrats. Bref, à partir du moment où ces choses-là ne sont pas une réalité, vous ne pouvez pas être dans un système capitaliste par définition. Aujourd'hui, on a un système fiat, donc monnaie à cours légal, manipulation de la monnaie par des intérêts privés et par le pouvoir politique. À chaque fois que vous imprimez de la monnaie pour la donner à certaines personnes sans le faire de manière totalement homogène dans l'économie, vous prenez du pouvoir d'achat à un endroit et vous le redistribuez à un autre. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon, je pense que tu as déjà dû en parler de nombreuses fois dans tes vidéos. Donc c'est une déstructuration des structures de propriété, donc c'est une atteinte au droit de propriété. Encore une fois, aujourd'hui, on force des salaires minimums, on force une certaine contractualisation de l'emploi, on vous force à parquer une partie de votre épargne dans certains produits d'épargne qui n'en sont pas d'ailleurs, et finalement à financer, malgré votre consentement et sans que vous le sachiez d'ailleurs, les déficits de l'État, les errements de nos banques, une finance débridée, etc. etc. Je me perds un peu dans tout ça, mais bref, ça indique très bien que si on devait expliquer par le menu pourquoi est-ce qu'on ne vit pas dans un système capitaliste, ça pourrait prendre un certain moment, mais fondamentalement, pas de liberté des contrats, pas de droit de propriété et une monnaie à cours légal, vous ne pouvez pas être dans un système capitaliste. On parlait à un moment aussi dans cette interview que si vous avez des taux de change et des taux d'intérêt manipulés, tous les taux sont manipulés et donc par définition, vous n'êtes pas dans un système de libre fixation des prix, donc vous n'êtes pas dans un système capitaliste. Je pense que
le plus gros problème effectivement qu'on a aujourd'hui, en tout cas que moi j'ai dans les conversations que j'ai sur ce sujet-là, c'est que on part de la préconception, du présupposé que effectivement on vit dans un système capitaliste. On vit également, on a tous le sentiment qu'effectivement le système socio-économique dans lequel on vit ne fonctionne pas. Il crée de plus en plus d'inégalités, il détruit l'environnement, etc., etc. et j'en passe. Donc, parce qu'on est aussi dans un système capitaliste, capitalisme égale situation actuelle égale ne fonctionne pas. Changez la prémisse qu'on vit dans un système capitaliste et vous allez arriver à une lecture tout autre de ce qui se passe aujourd'hui. Et effectivement, moi je pense qu'on ne vit pas dans un système capitaliste, que je pense que on n'a pas vécu dans un vrai système capitaliste depuis probablement plus d'un siècle. À bien des égards, peut-être à peu près jusqu'en 1970, ça y ressemblait de loin dans le brouillard. Mais plus on avance dans le temps, plus on se rapproche effectivement d'un système qui est de plus en plus dirigé par le haut, où il y a de moins en moins de responsabilités individuelles, où il y a de moins en moins de clarté des prix, c'est-à-dire qu'on comprend de moins en moins ce à quoi on renonce quand on fait une action économique et ce que l'on obtient en échange. On a de moins en moins de liberté financière, de moins en moins de liberté contractuelle, de moins en moins de liberté de mouvement, de moins en moins de garanties sur nos droits naturels et nos droits fondamentaux, CF le Covid. Bref, on va de plus en plus vers un monde qui est dirigé par le haut, aux allures dictatoriales façon URSS stalinienne et de moins en moins basé sur la responsabilité et la liberté des individus. Donc, je dirais que on aurait une possibilité d'envisager une renaissance de la société au moins occidentale si on revenait au principe même finalement des droits naturels et du capitalisme, qui est plutôt l'inverse de la direction dans laquelle on va depuis un certain moment. Donc, je suis peut-être parti un peu loin et j'ai pas répondu directement à la question. Ça marche bien, mais du coup, je vais te dire, donc tu crois fondamentalement qu'un libéralisme un petit peu extrême peut marcher avec l'individu au centre. Et dans ce cas, c'est-à-dire que tu mets l'État en deuxième rang. Libéralisme extrême, je sais pas, mais libéralisme radical, c'est-à-dire revenir au fondement de nos sociétés démocratiques occidentales, les droits naturels, je pense qu'effectivement, c'est la base de tout. Et dans ce cas, on pourrait très bien prendre l'exemple typique, taxation is theft, une taxe donnée par l'État est considérée comme un vol, parce que vous n'avez pas le droit de refuser sinon vous êtes tué ou mis en prison, sûrement dans l'autre ordre. Tu serais non. Et dans ce cas, la question que souvent tout le monde me pose, et donc je la pose à toi, comment on va créer les routes ? Si on part sur un système où ça y est, il n'y a plus de structure sociale, il n'y a plus de personnes qui puissent pallier pour les crises, qui puissent nous aider, comment est-ce qu'on crée une société ? Parce que ce que tu proposes, et on peut en revenir à Ron Paul au début de l'interview, c'est un petit peu un capitaliste crypto-anarchiste. Tu penses que ça peut marcher sur papier, ça peut marcher ? Comment on fait fonctionner un monde où finalement on pense tous à leur fondrer ? Alors, il faut mettre un peu de détails. Je pense que ça dépend en très grande partie de l'échelle. C'est-à-dire que je pense qu'on a des exemples empiriques par milliers de communautés locales ou de systèmes d'organisation sociopolitique à l'échelle locale qui fonctionnent très bien sans l'exercice de la violence, c'est-à-dire sans État, avec des relations contractuelles libres, des échanges et une reconnaissance mutuelle du fait que les individus ont des droits irréfragables et du coup qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas leur faire. Je pense que par contre, quand on passe à l'échelle et qu'on pense par exemple en termes d'États comme les États-nations post-westphaliens comme la France, etc., c'est très difficile d'imaginer qu'effectivement les droits fondamentaux des individus puissent être faits respecter sans un minimum de pouvoir régalien, c'est-à-dire sans un minimum de militaires, judiciaires, policiers et de diplomatie. À peu près tout le reste de ce qui incombe à l'État aujourd'hui, mais qui ne rentre pas dans ces catégories, c'est une aberration, ça ne devrait pas exister, ça ne sert à rien et c'est inefficient. Par contre, effectivement, à une certaine échelle, on a un problème effectivement pour garantir que des gens ne vont pas utiliser la violence pour s'accaparer les ressources des autres ou porter atteinte à leur intégrité physique, morale, etc. Et donc là, à cet égard-là, c'est pas complètement inutile d'avoir certaines institutions qui vont garantir que la loi est appliquée, mais qui se contentent de faire ça, et qui le font bien du coup. Et je pense qu'effectivement, si on réfléchit dans cette perspective-là, on peut très bien avoir un monde où, déjà d'une part, sur un standard monétaire dur, une grande partie du patrimoine de l'État existant
peut payer pour le fonctionnement de ces services-là pendant des années parce que l'épargne étatique elle-même gagne en valeur au cours du temps. Et donc, s'il y a une rationalisation et une limitation des dépenses publiques, on peut, sans même recourir à la taxation pendant des générations, arriver à garantir le fonctionnement d'un minimum de services publics, encore une fois, ces services régaliens, sans avoir à recourir à la taxation. Ensuite, je pense aussi qu'on arrive dans ce monde imaginaire-là, à un état de la société où il y a une certaine partie d'impôt consenti. Parce que je pense que la plupart des gens sont prêts à payer une certaine quantité d'impôt du temps qu'elle est raisonnable et qu'en face, il y a quelque chose qui est obtenu en échange de ça. Et je pense qu'effectivement, on le voit bien dans des sociétés où l'impôt est assez faible et assez minimal, comme en Suisse, comme à Hong Kong, etc. Où en gros, les taux d'imposition, hein, que ce soit quand c'est sur le travail, le capital, etc., ça évolue un peu, mais en gros, on est sur des taux d'imposition en général entre 7 et 15%, et les gens les payent volontiers. Et en plus, ce qu'on remarque, c'est qu'en général, ils ont en face des services publics qui fonctionnent bien, des fonctionnaires qui sont aimables, qui essayent de vous aider, qui ne sont pas engoncés dans une bureaucratie à en perdre la tête et qui leur fait perdre l'objet de leur mission. Et du coup, ça crée une ambiance sociale et un fonctionnement de la société qui est en général beaucoup plus apaisé, beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus fluide et où les gens sont beaucoup plus respectueux les uns des autres, les rues sont plus propres, les gens rénovent leurs baraques, tout est plus joli, les gens sont plus respectueux les uns avec les autres. Enfin, allez voir, ça marche mieux, c'est peut-être pas pour rien. Et donc, je pense qu'effectivement, on peut très bien avoir, pour résumer, je pense qu'à une certaine échelle, l'État devient nécessaire. L'État au sens les pouvoirs régaliens. Et je pense que par contre, on peut faire financer ces pouvoirs régaliens par un impôt consenti. C'est-à-dire que même sur un gold standard ou un bitcoin standard, et d'ailleurs on l'a vu historiquement, par exemple au 19e siècle, on avait des États dont le scope d'intervention était très très limité, essentiellement les pouvoirs régaliens dont je parle là, et un peu la vie parlementaire et ce genre de choses-là. Les gens en fait c'était très compliqué de les obliger à payer l'impôt parce que c'est de l'or, hein, vous pouvez le cacher au fond de votre jardin et on ne sait pas très bien qui a quoi, il n'y avait pas du tout de surveillance à l'époque comme il y avait. Les banquiers n'étaient pas du tout tenus comme ils le sont aujourd'hui de dénoncer leurs clients et de tout dénoncer au fisc, etc. Et donc en fait, c'était essentiellement le civisme des gens qui faisait qu'ils payaient le peu d'impôts qu'ils avaient à payer. Et le volontarisme. Et ça suffisait à alimenter les caisses de l'État, en tout cas pour financer les services dont je parle, les services régaliens en question. Mais pas assez pour une guerre. Mais voilà, mais pas assez pour une guerre, pas assez pour donner des petits poneys roses à tous les petits garçons et les petites filles qui le désirent, enfin bref. Pas assez pour financer des fantasmes sur le dos du contribuable. En revanche, si je reviens encore une fois un peu à cette histoire de faut financer les routes et tout, parce qu'effectivement, avec la deuxième partie du XXe siècle, on s'est mis dans l'idée que l'État essentiellement était là pour pallier les inefficiences du marché et faire ce qu'on appelle la fourniture de biens publics. Donc c'est cette idée que le marché serait incapable de fournir certaines prestations de services et certains biens, et donc il faudrait en passer par une autorité bienveillante et omnipotente et omnisciente qui saurait comment allouer les ressources de manière parfaite. Quand on ouvre un livre d'économie, on décrit l'État comme cette espèce d'agent bienveillant, omniscient et omnipotent qui saurait parfaitement allouer les ressources là où le marché échoue. Par exemple, où un hôpital, c'est trop de capitaux, il n'y a pas de personnes, l'État vient créer l'infrastructure trop chère. Voilà. Alors ça, je pense que c'est complètement anachronique, c'est complètement anhistorique, c'est-à-dire que quand on regarde le passé, il y a le développement des routes modernes, c'est des entreprises privées essentiellement. Si vous regardez, alors je n'ai plus le titre du bouquin, mais Thomas Di Lorenzo en parle beaucoup, le développement des routes aux États-Unis, c'est quasiment que des capitaux privés. Et c'est même pas du grand capital, hein. C'est juste des gens qui, entre deux villes voisines, comprennent qu'ils ont des bénéfices économiques à créer une route pour que puisse y avoir du commerce entre eux. Et donc, ils le font, ils créent la route, ils mettent un péage, vous payez un droit de passage, essentiellement d'habitude d'ailleurs sur les activités commerciales, donc les gens peuvent circuler librement. Par contre, si vous faites du fret de marchandises d'une ville à une autre, on vous prend une petite taxation, un droit de douane, un droit d'usage pour la route. Et une fois qu'elle est payée, finalement, par défaut, ça devient une sorte de bien commun. Et en général, il est entretenu par mécénat ou autre. Pareil, vous regardez la Renaissance, il n'y a pas un ministère de la culture qui nous fait le toit de la chapelle Sixtine. C'est juste qu'on a un mécène qui est sur un standard or, donc il accumule énormément d'épargne dans le temps parce que sa monnaie s'apprécie. Et donc, par sensibilisation artistique et par volonté de mécénat, il va voir un Michel-Ange et lui dire « je te donne de quoi vivre pendant 7 ans ».
et t'en fais ce que tu veux. En gros, peins-moi une œuvre absolument époustouflante et je vais te financer pour faire ça. Mais tout ça, encore une fois, ça dépend qu'on ait une monnaie forte, qu'il y ait une possibilité d'accumulation du capital et qu'effectivement, on laisse les individus exprimer leur sensibilité intérieure par du mécénat, plutôt que d'avoir un ministère de la Culture qui dit « Tiens, on va financer telle expression wokiste du moment » ou on va payer des artistes qui sont des faux artistes, qui ont qui mettent aucun travail quasiment dans leur travail, qui passent 45 minutes à vous expliquer pourquoi leur œuvre d'art c'est de l'art, et qui en général, œuvre d'art qui serait impossible à distinguer d'un objet de la vie courante ou d'un détritus si on les avait pas mis derrière une vitre dans un musée. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'ananas posé dans un musée par exemple, ça en dit très long sur le sujet. Bref, je pars un peu loin, mais tout ça pour dire que l'essentiel de ce qu'on appelle les market failures, les incapacités du marché à fournir un certain bien et qui devrait justifier qu'on en passe par l'État pour la fourniture de ce bien public, ça ne se défend pas logiquement et ça ne se défend pas empiriquement quand on regarde dans l'histoire comment ces biens-là ont été développés à la base. Pareil, en général, vos canalisations, vos hôpitaux, le développement de la médecine moderne, les inventions, à peu près tout ce qui fait que notre vie est correctement vivable aujourd'hui provient d'entreprises privées, d'entrepreneurs privés, en général d'auto-entreprises, permises par de l'accumulation de capital. Pareil pour l'art, pareil pour quasiment tout. Et donc, effectivement, la rhétorique selon laquelle ce serait à l'État que l'on doit tout ça, c'est essentiellement dû au fait que c'est aussi l'État qui s'est emparé des canaux de communication, d'éducation et de culture par le même mouvement, et donc qu'il a décidé quelque part de pousser ce genre de propagande à tel point qu'aujourd'hui c'est devenu une espèce d'hallucination collective que l'on partage sur la réalité de notre passé. Après, c'est vrai qu'en France, le développement de la nation française, en grande partie, est beaucoup passé par l'État, mais ça, c'est une culture très franco-française où, effectivement, on a une histoire très particulière, l'État préexiste à la nation, blablabla. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, de grands travaux publics, d'assainissement, etc., qui sont dus aux travaux d'Haussmann, Napoléon III, au développement de plein de choses qu'a fait Napoléon, que plein de choses qu'ont fait les rois de France avant, etc., etc. On ne peut pas complètement le dénigrer. Mais quand on regarde les exemples comparables de pays avoisinants, etc., qui n'avaient pas un État aussi puissant, ils en sont arrivés au même endroit, si ce n'est mieux, et sans avoir de pouvoir centralisé et d'État fort. Donc en fait, on aurait pu arriver probablement au même résultat, sans en passer par l'État. Et enfin, peut-être dernière chose sur ce sujet-là, je pense que j'ai oublié ce que je voulais dire. Désolé. Non, c'est très bien. Je comprends complètement ce que tu dis. Hein. Et d'ailleurs, les viewers, si vous voulez débattre, je sais que ça va forcément porter la polémique. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires ou suivre Théo sur les réseaux, sur Twitter principalement, j'imagine. Tu disais que ce serait très intéressant. Une idée que tu as dit, c'est imaginons un État du coup qui a une réserve dans une monnaie dure pourrait tenir très longtemps. Imaginons du coup, on crée énormément de dettes, on imprime de l'argent, on prend tous les bitcoins et on achète des bitcoins, on les met dans un fonds souverain bien géré. Comme la monnaie va s'apprécier à travers le temps face aux objets matériels de la Terre, qui sont limités, on peut en produire mais qui sont très très limités, on pourrait tenir très longtemps. Est-ce que du coup un standard Bitcoin c'est quelque chose que tu penses réaliste? Et dans ce cas j'ai envie de te dire, mais comment est-ce qu'on peut réussir à avoir une monnaie donc non inflationniste pour un État qui a, comme tu dis, besoin de s'étendre à travers le temps Non, il n'a pas nécessairement besoin de s'étendre à travers le temps. Il a besoin justement plutôt d'agir, je pense, comme une entreprise économique, c'est-à-dire de rationaliser l'utilisation de ses ressources. Et donc je pense qu'effectivement pour ça, il faut un mécanisme qu'on appelle de feedback, c'est-à-dire qui permet l'ajustement du système quand les conditions changent. Dans le marché, ça c'est les prix, et les faillites et les profits. Et le mécanisme de feedback que l'on peut imaginer, justement, c'est le consentement de l'impôt. Donc le fait qu'on ait une monnaie qui soit difficile à exproprier comme Bitcoin fait que ça force l'État à allouer des ressources pour des services publics qui sont réellement désirés par les gens, parce qu'il ne va obtenir les ressources que s'il a le consentement de la population de payer un certain niveau d'impôt. Donc c'est pas des trucs inutiles, et c'est des trucs dont on voit la valeur de manière un peu palpable dans notre vie de tous les jours. Et donc oui, je pense qu'un monde sur un Bitcoin standard est totalement possible. Je pense que ce serait même désirable. Par contre, en revanche, la question de la transition, c'est-à-dire comment on passe du fiat au Bitcoin standard à l'échelle d'un État. Par exemple, imaginez qu'un État puisse émettre énormément de dettes pour pouvoir front-run une adoption Bitcoin et se constituer des réserves énormes. Ce serait très intelligent. Ce serait assez intelligent, mais j'ai du mal à voir comment ça s'articulerait dans le détail parce que ce serait quasiment impossible à faire sous le radar. Donc,
très rapidement, les observateurs des marchés financiers se rendraient compte qu'il y a une sorte d'accumulation qui est effectuée par un agent qui a les poches infinies quasiment. Et j'ai du mal à imaginer comment est-ce que ça pourrait s'articuler, quel type de conséquences géopolitiques ça pourrait avoir. Si je me penche par exemple sur le cas de la France en particulier, je me demande, mettons, donc, deux possibilités. Soit on fait ça en sous-main, hors de tout processus démocratique, et on se dit c'est quasiment la raison d'État qui impose que l'on sauve le patrimoine de la nation. Et donc, on va se dire à un moment donné... On accepte qu'on a une hyperinflation, on doit voilà. sauver les meubles, on achète des propriétés dures, et on regarde la situation en face et on se dit, voilà, on va continuer sur la trajectoire sur laquelle on est lancé, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire du déficit et à imprimer de plus en plus de fric, mais au lieu de le faire pour de la consommation de court terme, on va faire ça pour garantir la prospérité de la nation à long terme, et donc on va acheter de la monnaie dure. Le fait est que si on fait ça en sous-main, au bout d'un moment, ça va forcément fuiter. C'est pas possible d'accumuler des réserves pareilles sans que quelqu'un s'en rende compte. Et à ce moment-là, on pourrait même avoir une sorte de révulsion populaire où beaucoup de gens quasiment attaqueraient les dépositaires du pouvoir politique pour avoir fait ça. Voilà, ils verraient ça comme une trahison des élites, ne serait-ce que parce qu'ils ne comprennent pas, la majorité des gens ne sont pas d'accord avec les sujets dont on parle, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus, et probablement verraient ça comme une folie. Et donc ils pourraient effectivement se retourner contre les instigateurs d'une telle décision. Deuxième possibilité, on passe par le processus démocratique et on dit ok, on va faire par exemple un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, et dire on va autoriser la Banque de France à accumuler du Bitcoin pour backer la monnaie souveraine, donc dans l'état des traités actuels, l'euro, et s'il vous plaît, peut-être un peu plus une monnaie nationale, ce qui serait déjà un moindre mal, parce que ça nous donnerait un petit peu d'autonomie financière. Et on fait ça, du coup, qu'est-ce qui se passe? Quel est le niveau d'interventionnisme et de trucage, d'interventionnisme extérieur qui va résulter sur ce processus de vote et ce processus de décision? Parce que j'ai du mal à croire que, par exemple, nos petits voisins dans l'Euroland ou notre grand frère américain nous laisse faire ce genre de choses sans chercher à avoir son mot à dire et peut-être d'une manière un petit peu, Black Ops façon ce qui se passe en Amérique du Sud depuis 50 ans par exemple avec les interventions de la CIA. Et pense au Salvador. Ou même au Salvador, je sais que tu as fait pas mal de reporting sur place là-dessus. Et donc voilà, tout ça pour dire que la transition de l'un à l'autre, c'est une question qui n'est pas si triviale que ça. Et je me demande effectivement comment ça pourrait avoir lieu. Et plus j'y réfléchis, plus je suis je sais pas trop comment lire cette chose-là. Et peut-être l'issue qui me paraît, le scénario qui me paraît le plus probable, ce serait finalement plutôt une accumulation par le privé. Et que l'État finalement soit le dindon de la farce, soit le gars qui va garder les dettes et la monnaie qui vaut plus rien dans notre système de Ponzi géant à la fin des fins, parce que c'est lui qui a le plus intérêt finalement à défendre son monopole sur la violence légitime et donc la monnaie à cours légal, et que par contre les agents privés qui eux sont beaucoup plus rationnels dans leurs décisions financières vont d'abord accumuler beaucoup de réserves en Bitcoin, et que finalement ce soit une sorte de reconstitution de la nation par des forces privées, par l'épargne des agents privés, par des mécènes, par des gens même comme toi et moi qui vont décider finalement de mettre au pot dans une situation d'effondrement pour dire ok, on veut garder la France en tant que nation, que principe souverain vis-à-vis de son histoire, etc. Et du coup, on est prêt à refinancer un État, mais on va le faire à nos conditions. Ok, alors moi je suis d'accord avec toi, ça me paraît plutôt sain. Maintenant, j'ai envie de dire, l'État ne va pas nous demander gentiment de le faire. L'État va nous imposer et essayer de nous voler les bitcoins de ses fonds privés en disant on a merdé, mais comme on est la France, on n'accepte pas nos erreurs. On a un nouveau parti politique qui est créé, on a un nouveau président qui prend le pouvoir, il a la majorité et il dit bon, en fait, on va pas attendre que, comme tu le dis gentiment, le marché privé recrée la France forte. On va, nous, État, faire notre devoir, on va lui appliquer nos droits, on va prendre ces bitcoins de force. Bien sûr. Et terminer bonsoir. Alors, c'est un peu utopiste de penser qu'ils vont nous laisser recréer un monde mieux et on va les sortir, on va sortir le cancer. Alors,
du coup, si on se place hors de la France, c'est un risque qui est énorme. Par contre, il faut voir qu'en France, il n'y a quasiment aucune institution qui détient des bitcoins pour tiers. Donc l'État français aurait assez de mal à saisir des réserves en bitcoin conséquentes. Mais par contre, il faut bien comprendre que lorsque vous avez vos bitcoins chez une institution financière qui en fait la garde pour vous, donc un exchange par exemple, effectivement, vous êtes toujours soumis au risque que ces réserves soient saisies par l'État dont dépend l'institution en question. Et ça peut arriver à peu près n'importe où dans le monde, même aux États-Unis, même en Angleterre, même dans des pays qui ont l'air un peu plus libéraux et de respecter un peu plus les contrats et le droit. Et donc, on pourrait très bien imaginer, effectivement, facilement, je trouve, hein, que dans d'autres pays, ce soit ce genre de phénomène qui émerge. En revanche, en France, parce qu'on a empêché les exchanges d'exister, hein, CF Pierre Noisa et Paymium, et son chemin de croix, hein, pour avoir créé son exchange, on a très peu de bitcoins en fait, qui sont gardés sur le sol français par des institutions françaises. Donc, je vois mal comment ils pourraient faire ça en France. En revanche, je pense que ce que tu décris est très possible pour d'autres exchanges. Et c'est pour ça que moi, je fais partie des gens qui sont complètement convaincus que s'il n'y a pas de self-custody derrière l'adoption de Bitcoin, ça risque malheureusement d'échouer et de redonner lieu à un système à réserve fractionnaire, pardon. C'est-à-dire un système dans lequel on vous dirait, oui, vous utilisez Bitcoin, mais en fait, vous allez utiliser des crédits libellés en Bitcoin, émis par des institutions qui, elles, ne gardent pas en réserve autant de Bitcoin qu'elles ne donnent de balance liquide à leurs clients. Et à ce moment-là, on recrée finalement un système qui serait peut-être un peu moins délétère que le système fiat, mais qui en aurait quand même beaucoup des défauts. Parce qu'il serait réserve fractionnaire, il serait inflationniste, il permettrait à certains agents de créer de l'argent pour leurs propres bénéfices, il recréer des cantillionnaires, etc., etc. Enfin, tout ce que Roxy vous explique depuis des années. Clairement, vous avez un nombre de vidéos où j'explique ça. S'il vous plaît, retirez vos bitcoins des échanges et apprenez à votre famille à le faire également. C'est la seule solution si on veut ne pas répliquer les erreurs. Voire même se poser la question, est-ce que Bitcoin n'est pas voué à devenir ça dans 100 ans ? Probablement, mais bon, c'est... Ouais, après il y a certaines choses qui commencent à être mises en place, alors c'est de manière parcellaire et que par certains exchanges, comme par exemple les Proof of Reserve, qui sont pas trop mal déjà. Kraken, j'ai regardé un peu comment ils le faisaient, je trouve que c'est pas mal, c'est quand même assez trustless, c'est très difficile pour eux dans leur position de tricher sur ce truc-là. Par contre, voilà, faut quand même souligner que c'est très rare pour un exchange de le mettre en place. Et moi, voilà, aucune banque le fait. Et moi, j'ai énormément de suspicions quant au fait que les réserves des exchanges soient suffisantes pour couvrir les balances de leurs clients. Non, mais Binance l'a dit officiellement et Coinbase également que s'ils feraient faillite, ils ne pourraient pas donner l'argent à tout le monde. Genre, ils l'ont dit je savais même pas noir ça. sur blanc, tout le monde est au courant. Bon. Et donc il y a un système Bitcoin, de toute façon c'est toujours les grandes discussions des Bitcoiners, donc si jamais un jour on fait des meet-up ou j'allais sur la page meet-up du site, si un jour ça existe, généralement on parle de ça avec une bière longtemps, sur quel futur potentiel sur Bitcoin. Carrément, et c'est vrai que on est dans une situation marrante je trouve, parce qu'on est tous convaincus que c'est une sorte d'inévitabilité. Par contre, le chemin qui va nous y mener... On le crée tous les jours. Il n'y a pas vraiment de certitude, hein. Franchement, ça peut se passer de plein de manières différentes et effectivement, il y a plein de scénarios possibles à imaginer. Ouais, et la plus grande variable, ce sera toujours l'amplitude de la violence et le temps. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne série de Parker Lewis, Gradually Then Suddenly, que je vous invite tous à regarder avec à quel point ça va s'accélérer ou pas. Et d'ailleurs, cette série, si je peux me permettre d'ajouter, j'ai participé, il n'y a pas que moi, mais elle est disponible en français sur le blog de Dux Reserve, qui est une entreprise justement franco-française créée par Thibaut Maréchal et Ambry Sturitz de services d'accès à Bitcoin et de services financiers sur Bitcoin. Et du coup, ils ont fait l'effort, j'y ai participé un peu aussi, mais ils ont fait l'effort de traduire cette série qui est géniale et vous pouvez la retrouver sur leur blog. Bien sûr, et également, je pense que Parlons Bitcoin a commencé à la lire et chez Découvre Bitcoin, on va vous faire la version audio de Thibaut Maréchal qui est déjà venu sur la chaîne en interview. Vous pouvez retrouver son interview quelque part sur la scène des interviews par exemple, pour nous parler de Dux Reserve et c'est cool. Théo, je t'ai pris beaucoup trop de temps déjà. Donc j'aimerais te remercier encore une fois. Merci pour ton temps, merci pour partager tes connaissances auprès des viewers, auprès de tout le monde de la communauté française.
On a besoin de plus de personnes comme toi, donc c'est super. Merci pour cette interview. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Peut-être si tu as quelques données. Est-ce que tu as une newsletter que j'adore? Si tu veux nous dire où ils peuvent te joindre. Alors déjà merci parce que c'était super de discuter avec toi et non t'as pas pris trop de mon temps, c'est juste on voit pas le temps passer quand on discute de ces sujets-là et merci pour les éloges, tu me fais rougir. Du coup si vous voulez suivre un peu ce que je fais, la plupart des contenus que je fais sont souvent postés et hébergés par Roxy. Sinon vous pouvez me suivre sur Twitter, donc c'est @THEO_MOG. Également, effectivement, la newsletter dont tu parlais, qui malheureusement est un peu en chantier. J'ai pas sorti d'édition depuis 2 mois parce que j'ai été très pris par d'autres projets par ailleurs. Mais du coup, c'est une newsletter macroéconomique qui s'appelle Sur la route de la répression financière et qui essaye de faire 2 choses à la fois, c'est-à-dire de vous donner des grilles d'analyse pour penser les phénomènes macro qu'on est en train de vivre. Et donc, du coup, vous permet de comprendre également comment faire un peu de gestion de portefeuille tout en faisant de la pédagogie, c'est-à-dire que c'est un format dans lequel j'essaie d'expliquer pourquoi je préconise certaines choses, pourquoi on en arrive là. Il y a pas mal d'explications des phénomènes avec une volonté de mettre un peu de perspective historique dans tout ça. Et également, vous pourrez aussi me retrouver à Surfing Bitcoin avec Roxy au mois d'août. Si vous n'avez pas encore pris vos places, je vous invite à y aller. On a tous hâte d'y être. Et sinon, c'est l'Institut Bitcoin, institutbitcoin.fr. Et donc, encore une fois, vous pouvez me contacter directement si vous avez des besoins spécifiques pour comprendre comment faire la custody de vos coins, comment développer une stratégie d'acquisition de Bitcoin, comment mieux comprendre le sujet, si vous voulez des cours particuliers sur le sujet, si vous avez un projet pour lequel vous avez besoin de prestations de conseil, que vous soyez un individu ou une entreprise, vous pouvez me contacter là et vous trouverez aussi certaines ressources, donc des articles et des vidéos. Également cette newsletter traduite en français, en anglais et en audio que vous pouvez retrouver directement sur le site. Écoutez, allez-y, suivez-le, c'est un puits de connaissances et il le partage, donc c'est cool. Théo, merci beaucoup à toi d'être venu, merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que la qualité a été, que vous avez apprécié le contenu. N'oubliez pas de liker, nous partager. Vous pouvez nous suivre du coup sur Patreon pour continuer à financer ce projet d'éducation gratuite avec, qui sait, peut-être un futur cours de Théo dans les prochains mois, années, pour approfondir, nous ne savons pas quel sujet. En tout cas, ceci clôture officiellement du coup la formation Économie 201, Introduction à l'économie autrichienne, réalisée par Théo. Je vous invite du coup à faire d'autres formations si besoin, qui sont sur la finance, Bitcoin, Bitcoin en société. Bitcoin 201 peut vous aider à approfondir certains des thèmes qu'on a parlé ici, surtout par rapport au monopole bancaire et le futur de Bitcoin avec l'hyperbitcoinisation. Et sinon, apprenez à utiliser Bitcoin. Faites les formations sur le Lightning Network pour faire tourner un nœud, devenez Bitcoin, apprenez à bien gérer la sécurité de vos coins. C'est l'une des très bonnes solutions pour surfer ce que malheureusement tous les deux pensons va être le futur macroéconomique de notre monde. Si on prend un cheminement plutôt logique de A plus B égale C, tout simplement. Merci à vous, salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!